L'une des plus grandes décisions de cette récente édition de la rêverie aura été l'abolition du système des Shichibukai. Ces pirates aux ordres du gouvernement sont du jour au lendemain passés de protéger à traquer. Mais les instances gouvernementales n'auraient jamais permis ce choix d'ordre mondial s'il n'y avait pas la garantie de compenser cette force qui a permis de lutter contre la grande piraterie. C'est ce dont on va parler aujourd'hui durant cette théorie parlant de ce qui va remplacer les corsaires, je parle bien sûr du SSG. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais mon contenu vous plaît. Je produis très régulièrement des vidéos sur One Piece. Et désormais, sans plus attendre, nous pouvons lancer la théorie du jour. Pour commencer calmement, nous allons rapidement rassembler tout ce que nous avons eu sur ces derniers. Fujitora affirme qu'après avoir personnellement constaté l'ampleur de cette arme, que les corsaires ne seront plus d'aucune utilité. Ce qu'il dit est donc très fort car il insinue ici que cette nouvelle arme est au moins aussi puissante que l'ont été les Shichibukai, pourtant composés de monstres comme Hancock, Mihawk, Kuma, Weevil et j'en passe. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, qui est de voir ce que pourrait concrètement incarner cette unité. Durant l'arc Totland, à plusieurs reprises des éléments intéressants reliés au Germa sont significatifs. Je vais commencer par parler d'un élément qui est passé littéralement inaperçu mais qui peut, en sa mention même, être déterminant. Niji utilise à un moment une arme qui se nomme Tachyon Blade. Au premier abord, c'est juste un nom lambda sans réelle importance, mais lorsque l'on sait ce que sont les tachyons, ça prend déjà beaucoup plus de sens. Pour vous donner une définition rapide de ce qu'est un tachyon, je dirais que c'est une particule hypothétique qui a pris avec les années un petit rôle dans le développement de théories chez les physiciens, la particule se voyant même être utile dans la théorie quantique des champs, ou étant employée dans des modèles de la théorie des cordes. Mais bref, je vais pas manger les cerveaux en fonçant plus loin dans la physique quantique, là n'est pas le sujet. Ce qui va nous intéresser dans cette particule, c'est qu'elle est définie comme étant plus rapide que la vitesse de la lumière dans le vide. Même si je l'ai dit dans le début de la définition, le répéter ne fera aucun mal. Il s'agit d'une particule hypothétique, les chercheurs sont encore en quête de confirmation sur sa concrète existence. À l'heure actuelle, on ne peut la raccrocher qu'à la fiction, mais ça tombe bien, One Piece en est une. Pour revenir donc à Niji, il emploie une épée, ou plutôt une lame, portant ce nom. Je vais définir de manière séparée deux issues qui sont toutes les deux possibles. La première serait qu'Oda utilise ce mot juste pour faire une métaphore, en mettant très discrètement en valeur la science du Germa. Ou sinon, c'est à prendre au sens propre, et le Germa a réellement commencé des recherches sur cette particule. Quoi qu'il en soit, le fait même que ce mot soit utilisé est riche de définitions et de sens. C'est une particule très peu connue, hormis pour les physiciens, les passionnés de science, ou encore les fans de science-fiction qui ont suivi des œuvres employant cette dernière. Il est donc évident qu'Oda se soit renseigné sur les bases de la chose pour pouvoir l'employer dans le bon contexte, ce qui est hautement réussi, vu qu'il s'en sert pour l'équipement d'un personnage relié à un des groupes piliers du monde scientifique de One Piece. Nul besoin de recherche approfondie, vu que la première et la plus célèbre caractéristique attribuée au tachyon est sa vitesse supraluminique. Mais pour revenir au Germa, vu que le tachyon n'est utilisé qu'en tant que nom, on en déduit très aisément qu'ils n'ont pas de quelconque concrétisation sur ça, sinon, ils en auraient fait usage vu le potentiel incroyable de ces derniers. En revanche, nous pouvons connecter les éléments et ouvrir une possibilité par rapport à l'unique scientifique qui surclasse toute concurrence, Vegapunk. Et en restant dans l'arc Totland, nous y avons appris que Judge a par le passé travaillé en compagnie de Vegapunk. On peut donc envisager que déjà en ce temps, l'un de leurs nombreux objets d'étude pourrait se baser sur la compréhension de ce qu'incarne cette particule. Peu de temps après, il se fera arrêter et enlever par le gouvernement en raison de ses découvertes sur la génétique. Dès lors, ils n'eurent pas d'autre choix que de travailler chacun de leur côté, et Judge, sans l'aide de Vegapunk, va échouer vu la complexité du concept. Mais ce n'est sûrement pas le cas pour Vegapunk. Il se fait définir comme celui qui a 500 ans d'avance sur le reste de l'humanité, rendant la chose totalement crédible. Pour rendre ça plus palpable, nous pouvons faire une comparaison par rapport à ce qu'ils ont accompli par rapport au clonage, chacun de leur côté. Le Germa n'a que cloné un humain pour en créer une armée obéissant à leurs ordres, tandis que Vegapunk a pu cloner Kuma pour en faire une armée de cyborgs aux compétences physiques énormes. On doit ajouter qu'il a même réussi l'exploit de cloner le rayon de Kizaru à l'identique, c'est-à-dire en conservant toutes les propriétés physiques du fruit de la lumière. En suivant un schéma logique, on peut généraliser cet écart technologique avec les autres recherches, comme les tachyons, qui sont un sujet central aujourd'hui. Le Germa n'a pas dépassé le stade théorique et aucune utilisation de la particule ne s'est manifestée. Vegapunk, quant à lui, pourrait largement en être à un stade de maîtrise et de mise en œuvre. Je commence ici la partie finale où j'expose plus en détail la vision des différentes facultés que pourrait détenir le SSG, et pourquoi ça suit la logique actuelle du manga. La première arme massive que le génie de la science a proposée au gouvernement mondial aura été les pacifistas. Mais très vite, leurs limites se sont fait ressentir. Face à des adversaires moyens, ils sont destructeurs. Mais dès que le niveau s'élève aux individus du niveau du Nouveau Monde, leur force devient presque insignifiante. Sentomaru compare le coup des pacifistas à celui des cuirassés géants de la marine. Avec leur malheureuse inefficacité contre les plus grands adversaires du gouvernement,
Il nous est évident à tous de comprendre qu'ils ne peuvent pas s'avérer rentables sur le long terme, et qu'ils ne constituent au final qu'un gouffre financier. Mais Vegapunk n'a pas dû le penser comme ça, et il s'est probablement servi de cette armée comme d'un prototype de test pour l'unité à venir, qui est donc le SSG. Il devrait donc se voir supérieur sur tous les points au Pacifista. Et pour cette description finale, je vais allier les deux éléments qui ont été majoritairement traités dans la première partie. Je parle de la génétique et des tachyons. Côté tachyon, on bascule presque dans la science-fiction, mais étrangement c'est ce qui colle le plus avec Vegapunk, qui a réussi à créer des engins futuristes dans un monde One Piece qui est extrêmement loin de ce niveau technologique en temps normal. Avec les tachyons, qui ont une vitesse supraluminique, ils vont prendre à revers le haki de l'observation frontalement, la vitesse de la lumière de Kizaru ne se voyant plus qu'être un léger avantage face aux grandes têtes du monde. Avec ce groupe qui transcenderait cette limite, le danger qu'il représenterait serait terrible. De plus, on parle de surpasser les Shichibukai, et à mes yeux, atteindre des folies comme celle-ci est nécessaire. Une unité d'élite supérieure à des monstres comme Mihawk, qui fait partie des êtres les plus puissants de la piraterie, ou Weevil, que Kizaru compare à Barbe Blanche dans sa jeunesse, en termes de force. La mobilité étant traitée, passons à la génétique pour expliquer le potentiel offensif terrible dont il pourrait être muni. Comme dit précédemment, Vegapunk a cloné les propriétés exactes du fruit du Pika Pika no Mi, dans le but de permettre au Pacifista de produire les mêmes rayons. Pour cette arme, il pourrait voir plus grand. Il a pu copier le fruit de Kizaru aisément, donc pourquoi pas copier les fruits de plusieurs d'entre eux comme Akainu, Fujitora et bien d'autres. De sorte à créer une force de frappe variée et destructrice. Sur le coup, on pourrait craindre que ça ne fasse doublon, mais pas tant que ça. Personne n'a ressenti de doublon entre les Pacifista et Kizaru, pourtant munis des mêmes rayons laser. De plus, c'est un schéma très connu et employé dans de nombreux shonen. Pour donner quelques exemples, dans Naruto, affronter ces doubles a été fait, dans Black Clover, ça l'a été également, et bien d'autres. C'est terminé pour cette assez petite théorie. Ce n'est pas ma plus développée, les plus grosses sont en préparation mais j'espère qu'elle vous a plu. Vous connaissez la démarche si c'est le cas, vous pouvez like, vous abonner et même partager. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo One Piece.